Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h17. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Thibault Lehingrat. Il est deuxième adjoint au maire de Saint-Brieuc. Il est en charge de la jeunesse, des personnes âgées, de l'éducation populaire et de la vie étudiante. Et il est avec nous ce matin au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Hamon. Alors on va parler de vie locale essentiellement ce matin. Je le disais en commençant, vous êtes en charge de la jeunesse mais aussi des personnes âgées. Et aujourd'hui, il y a un grand questionnement, y compris en France, mais y compris ici en Bretagne, sur les personnes âgées, comment faire en sorte que nos aînés vivent bien, puissent continuer à avoir des activités, puissent se soigner. Le sujet est vaste, d'autant qu'aujourd'hui on est en période de restriction budgétaire. C'est pas toujours facile d'avoir les structures et d'avoir les services. Comment ça se passe à Saint-Brieuc ? Il y a déjà plein de sujets dans ce que vous évoquez. En fait, on a beaucoup parlé auparavant et toujours de transition écologique. Et maintenant, il faut qu'on puisse se mettre aussi ce nouveau terme de la transition démographique. Dans les Côtes-d'Armor, on atteint déjà les moyennes nationales des personnes de plus de 60 ans à 2050. À Saint-Brieuc aussi, un petit peu moins, mais c'est aussi vrai. Et effectivement, comme vous l'avez dit, il faut avoir une approche globale sur les personnes âgées, à la fois sur le logement. Aujourd'hui, on a des personnes âgées qui vivent dans des logements qui sont totalement inadaptés au vieillissement, parce qu'on a beaucoup de propriétaires de leurs logements. On le voit dans des quartiers à Saint-Brieuc où les personnes ont toutes acheté en même temps. Il y a des lotissements, voilà, années 70, ils ont tout acheté en même temps. Et maintenant, ils ont 85 ans, sauf qu'ils vivent sur leur garage, leurs salles de bain sont pas adaptées. Et la première cause de mortalité en France aujourd'hui, ce sont les accidents domestiques. Donc, il faut absolument adapter l'habitat, adapter nos mobilités aussi. Comment on fait prendre le transport en commun à Saint-Brieuc pour les personnes âgées? Est-ce qu'on développe d'autres solutions de mobilité? Et puis, c'est vraiment sur tous les sujets. Aujourd'hui, les personnes âgées ne sont plus forcément des papis et des mamies qui sont totalement déconnectés d'Internet. Et donc, ces personnes, elles utilisent leur smartphone. Comment on fait pour qu'elles puissent le faire en sécurité, éviter les arnaques? Enfin, on a tous vu les reportages de 7 à 8, etc., de femmes victimes de brouteurs. Et puis, la sécurité, comment éviter, je l'ai dit, les arnaques, mais les arnaques aussi au domicile. Et donc, c'est tout un champ entier de nouvelles politiques qu'il faut créer, ou en tout cas poursuivre. Et c'est le sens, en fait, de l'adaptation de la ville au vieillissement. Et des villes, et d'ailleurs de tous les territoires, parce que moi je parle de la ville de Saint-Brieuc, mais c'est aussi vrai dans les territoires ruraux, avec la spécificité quand même des villes où dans une plus grande ville, on est plus anonyme et on a moins de solidarité naturelle dans une ville préfecture que dans un petit bourg où tout le monde se connaît. C'est le fait aussi de pouvoir faire en sorte que dans les quartiers, par exemple, les anciens participent à des activités, soient connus, se connaissent, connaissent les nouveaux arrivants, les nouveaux arrivants connaissent les anciens. Ça aussi, ça participe d'une forme de sécurité aussi pour nos aînés. Bah, clairement, depuis 2020, d'ailleurs en 2020, je vous rappelle, épisode Covid, des personnes qui étaient décédées depuis plusieurs mois dans leur logement, et ça a été vraiment un électrochoc pour moi et pour l'équipe municipale. C'était d'agir contre l'isolement des personnes âgées. Et c'est pas normal qu'une personne soit décédée depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans son logement et que personne ne se rende compte. C'est le sens des actions qu'on a menées, de notre plan Écoutons nos aînés contre l'isolement, et qui a visé à faire quelque chose qui paraît anecdotique en milieu rural, distribuer des colis plus de 85 ans, mais ça nous a permis de nous assurer que globalement, les gens ne sont pas isolés, mais qu'il y a quand même des personnes isolées. Et puis, on a mis un service d'appel de convivialité pour des personnes les plus vulnérables qui nous ont été remontées justement par des voisins, par des acteurs associatifs. Et aujourd'hui, on a une 50aine de personnes âgées sur la ville de Saint-Brieuc et sur Ploufragan qui sont appelées par des salariés de l'entreprise à but d'emploi. Donc en plus, ça a un caractère d'insertion. Et effectivement, le vieillissement de la population peut créer des opportunités économiques.
Et il y a aussi l'opportunité peut-être de mélanger les générations. Alors on parle beaucoup d'intergénération, ça fait des années qu'on entend ce terme, mais c'est pas toujours vrai sur le terrain. On a l'impression aujourd'hui que tout va vite, que la jeune génération n'a pas le temps finalement de se retourner ou de s'arrêter pour regarder ses aînés ou simplement échanger. Bien qu'on voit un petit changement de mentalité, il y a un rapprochement d'une certaine, j'allais dire frange de la population, de la jeune population vers ses aînés. Voilà une forme d'attention. Alors, ça a été sans doute la plus grosse difficulté, moi, que j'ai eue en tant qu'adjoint à la jeunesse et aux personnes âgées, c'est de créer des ponts entre les générations. Et néanmoins, on a réussi par le biais de deux choses de la formation, puisque à la ville de Saint-Brieuc, on gère un EHPAD et une résidence autonomie. Et une des grandes orientations données à nos établissements, c'était de favoriser les projets intergénérationnels et nos équipes se sont mis à fond là-dedans. Donc on accueille des bac pro SAPAT de Marie Balavenne, les filières professionnelles du lycée Jean Moulin, des élèves d'Ascoria, puisqu'on a aussi une offre de formation assez étendue sur les métiers du care, du prendre soin. Et puis, la transmission. Je pense que c'est un grand enjeu où là, on a été un peu plus en recul, mais il faut que les personnes âgées puissent être en capacité de transmettre des savoir-faire, transmettre aussi une aide à des jeunes qui peuvent être le plus en difficulté. Et à mon avis, ça sera un des enjeux futurs des politiques qui concernent les âges. Voilà, transmettre au point de vue professionnel, mais aussi transmettre la mémoire, parce qu'on parle beaucoup de la mémoire aujourd'hui. C'est important dans un monde là aussi qui va vite, qui oublie d'ailleurs beaucoup de choses, et là on pourrait extrapoler même au niveau politique, mais voilà, c'est important aujourd'hui que les anciens puissent transmettre la mémoire aux générations suivantes. Bah effectivement, enfin quand on voit aujourd'hui la situation politique, l'extrême droite aux portes du pouvoir, des discours populistes, effectivement, il faut que nos jeunes générations puissent se souvenir d'où l'on vient, ce que l'on a traversé, ce que, en l'occurrence, nos parents, nos grands-parents ont traversé, et la mémoire sur tous les sujets, que ce soit évidemment la grande mémoire qui doit nous permettre aujourd'hui de nous retrouver tous ensemble contre l'antisémitisme, contre le racisme, contre toute forme de discrimination, la mémoire dans les luttes féministes qui ont permis dans les années 70 d'avoir les plus grandes avancées sociales. Il faut quand même se rappeler qu'avant 1970, c'était seulement l'homme qui avait l'autorité parentale, qu'en 65, c'était la femme ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Et tout ça, ce sont des combats qui ont été portés. Enfin, je pourrais évidemment, comme vous le dites, extrapoler. Pour les droits LGBT, on a vu un spectacle à Saint-Brieuc qui a retracé justement l'histoire, le combat des personnes LGBT avec les féministes qui ont permis aussi de libéraliser de ce côté-là, socialement en tout cas, la société. Et effectivement, la mémoire, c'est pas simplement, et c'est très louable, d'aller au monument aux morts le 11 novembre et de chanter des chants patriotiques. La mémoire, c'est aussi tout ce qui nous forge aujourd'hui, et nos retraités, ils doivent nous apporter tout ça, ils doivent parfois nous donner un petit coup sur l'épaule et nous dire n'oubliez pas quand même ce qu'on a fait pour vous. Et c'est d'autant plus important, comme je l'ai dit au début, à l'heure où on peut avoir des tendances populistes, du retour à l'obscurantisme, du retour des voilà, on entend des platistes, des gens qui nous disent que la Terre est plate. On contredit les discours scientifiques. Je vais pas écouter la météo sur Bretagne 5, mais des présentateurs météo se font conspuer aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce qu'ils parlent de dérèglement climatique. C'est le cas. Et donc effectivement, il faut aujourd'hui que notre société ne se laisse pas emporter et ne se laisse pas divaguer par des discours populistes, mais qui reste bien effectivement sur la mémoire des vérités qu'on croyait établies et qu'on croyait acceptées depuis des années et qui aujourd'hui ne sont plus le cas. Donc effectivement, il faut se souvenir, et nos anciens, ils doivent être là pour nous rappeler, nous rattraper parfois aussi.
C'est le cas, hein, d'ailleurs, de nos présentateurs météo qui sont régulièrement vilipendés sur les réseaux lorsqu'il est question de réchauffement climatique. Alors justement, il y a aussi le climat. Quand on parle des anciens, quand on parle aussi des jeunes générations, inquiétude pour les uns, préservation pour les autres. C'est aussi une adaptation qu'il faudra prendre en compte dans les années qui viennent, ce changement climatique aussi. Ah oui, bien sûr. Déjà, pour la petite anecdote, on accueille dans les Côtes-d'Armor et à Saint-Brieuc des personnes qui viennent pour notre climat beaucoup plus tempéré. Parfois, on peut pester sur notre climat breton. Mais j'ai discuté pas plus tard qu'il y a 2 semaines avec une personne qui avait 70 ans et qui vient de l'Ariège pour justement avoir moins chaud l'été. Donc, et dans les démographes nous disent que effectivement en Bretagne, nous allons avoir des réfugiés climatiques, entre guillemets évidemment, de personnes âgées qui vont venir sur notre territoire pour vieillir au frais. Ça implique aussi, donc là encore, des structures, un accueil. Effectivement. Et aussi des budgets. Alors aujourd'hui, on travaille à budget contraint, on le voit au niveau de l'État. Alors il y a une répercussion évidemment sur les collectivités territoriales, sur les villes, même les communes. Est-ce que c'est facile d'arriver à continuer à investir, à imaginer, à préparer le futur avec des conditions de budget contraintes? Alors, clairement non. La difficulté, elle est réelle. L'État nous impose des contraintes chaque année. À la sortie du Covid, on pensait, ouf, on est sorti du Covid, on va pouvoir aller là où on veut aller vraiment et investir massivement. On a eu la guerre en Ukraine, on a eu l'instabilité politique et un État qui nous impose des dépenses toujours plus fortes et qui ne nous compense pas avec des moyens. Et qui demande plus mais qui ne compense pas. Qui demande plus mais qui ne compense pas. Néanmoins, ça ne nous empêche pas d'investir. On n'a jamais autant investi qu'en 2024 à la ville de Saint-Brieuc. Vous parlez de l'adaptation des villes au changement climatique. Eh bien, nous avons une nouvelle place de la résistance qui est dont une bonne partie est végétalisée. Nous avons ouvert plusieurs parcs durant ce mandat parce qu'on sait aussi qu'il y a une attractivité quand on a un espace végétalisé à proximité de chez soi. Et puis on a investi massivement pour les mobilités avec la poursuite de Théo. Et sur Théo, on a des pistes cyclables qui permettent d'améliorer les mobilités et donc de lutter contre l'autosolisme et donc le dérèglement climatique. Mais clairement, nos villes, elles doivent s'adapter à ça, à avoir des îlots de fraîcheur, ouvrir des espaces végétalisés et pouvoir accueillir les personnes qui en ont besoin et donc d'avoir une animation aussi sociale territoriale. Alors Saint-Brieuc est une ville que l'on rattache aussi à l'aide sociale et c'est pas une ville riche finalement Saint-Brieuc. C'est une ville qui accueille beaucoup mais qui n'est pas forcément une ville riche, mais c'est une ville à vocation sociale. Est-ce que c'est important dans la société actuelle, là encore, dans les tumultes que nous traversons, d'avoir cette boussole sociale? Alors c'est une ville en tout cas qui est solidaire. C'est l'honneur de Saint-Brieuc, l'honneur des Briochines et des Briochins. Effectivement, on est une des villes les plus pauvres de Bretagne, avec une concentration d'un certain nombre de fragilités sociales, il ne faut pas le nier. Saint-Brieuc remplit plus qu'aisément les contraintes de la loi SRU qui oblige les communes à avoir des logements sociaux, et on en est très fiers. L'enjeu, c'est d'apporter de la mixité. C'est-à-dire comment tous les publics peuvent vivre ensemble et que n'importe quel enfant puisse aussi progresser, s'émanciper. Voilà. Quand on a un enfant d'une famille un peu plus défavorisée qui côtoie un enfant d'une famille un peu plus riche, eh bien, il peut avoir accès à autre chose et inversement. Et c'est comme ça qu'on fait vivre le vivre ensemble. Mais moi, je ne dirais pas Saint-Brieuc est une ville sociale, je dirais plutôt Saint-Brieuc est une ville solidaire. Mais je crois qu'il faut
qu'on puisse continuer cette solidarité et qu'on puisse continuer d'accompagner les publics. Souvent, le social, c'est décrié, on fait trop de social. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment. Mais aujourd'hui, nous, on fait pas du social pour faire du social. On fait du social pour permettre aux gens de s'émanciper, de trouver un logement, de trouver un emploi, et que ces personnes qui ont bénéficié de notre accompagnement ne puissent ne plus en avoir besoin. On n'est pas là pour entretenir une certaine forme d'assistanat, au contraire, mais on est bien là pour permettre aux personnes de s'émanciper. Et ça, c'est l'honneur de la ville de Saint-Brieuc. Alors la ville de Saint-Brieuc, elle a été beaucoup pointée du doigt. On a vu sur les réseaux, là encore, les fameux réseaux sociaux, qui n'ont pas toujours un aspect social, il faut bien le dire. Saint-Brieuc a souvent été pointé du doigt. Il y a eu beaucoup de Saint-Brieuc bashing, pour reprendre un anglicisme. Aujourd'hui, on a l'impression, néanmoins, qu'il y a une petite embellie, que Saint-Brieuc sort un peu de sa coquille, est en pleine mutation, tant au niveau de l'urbanisme qu'au niveau de l'organisation, même si le plan de circulation fait encore couler un peu d'encre, et qu'il y a l'inquiétude du commerce en centre-ville avec la proximité des grandes zones commerciales. Là aussi, il y a un grand chantier, mais on commence à voir le bout du tunnel à Saint-Brieuc. Je pense qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Vous parlez de bashing, il y en a toujours. Mais les personnes qui nous bâchent sur les réseaux sociaux, on voit jamais leur visage. C'est toujours de manière anonyme. Et donc, moi, j'invite ces personnes à venir aux nombreux rendez-vous de démocratie participative qu'on peut faire. On en a fait un sur la sécurité, on va en faire un justement sur le vieillissement lundi. Donc venez confronter, venez nous dire comment vous voyez les choses. Mais entre nous, ce qu'on a fait sur le mandat, on a permis de redonner un centre-ville attractif. Je ne sais pas si vous étiez à la fête de la musique à Saint-Brieuc samedi dernier. Alors malheureusement non, je n'y étais pas. Mais les gens étaient émus de voir notre nouvelle place de la Résistance qui permet de mettre en valeur notre patrimoine. Place de la Grille qu'on a végétalisée et qu'on a permis de rouvrir avec une magnifique vue sur la cathédrale. Une action dynamique sur le commerce puisqu'on a une foncière qui va racheter des immeubles pour y réimplanter des commerces à des loyers attractif, parce que c'est ça aussi le sujet du commerce, c'est qu'on a 4-5 propriétaires qui proposent des loyers hors de prix à des porteurs de projets. Et ça, c'est mon expérience professionnelle qui parle, parce que je travaille dans une association de l'économie sociale et solidaire qui accompagne des créateurs repreneurs d'entreprises sur l'agglomération de Saint-Brieuc, on va dire. Et on a des porteurs de projets, mais quand ils voient le montant des loyers, la nature des locaux, où il y a tout à refaire dedans, ils sont dissuadés d'entreprendre à Saint-Brieuc. Et nous, on agit sur ce sujet de la rénovation urbaine à la fois des commerces et de logements, parce qu'il n'y a pas de commerçants sans clients et il n'y a pas de commerce sans flux piétonnier. Nos flux piétonniers, ils progressent chaque année. On a un outil de mesure qui nous permet d'évaluer la progression des flux. Donc c'est le cas. Mais effectivement, Saint-Brieuc, c'est l'exemple type national presque des villes moyennes avec une déperdition de commerce en centre-ville. Mais déjà, les habitudes ont changé aussi, les gens achètent aussi sur Internet. Effectivement, c'est pas qu'à Saint-Brieuc. Beaucoup de commerces de villes moyennes sont en difficulté. Le deuxième point, les habitudes évoluent. Effectivement, il y a la progression des achats sur Internet. Il y a une certaine volonté d'instantanéité. Effectivement, beaucoup de clients veulent avoir l'article qu'ils ont vu sur Internet tout de suite et repartir tout de suite avec. Et effectivement, on a des très bons commerçants à Saint-Brieuc qui sont en train de faire évoluer leur modèle, qui sont en train de passer sur quelque chose de complètement physique vers du digital, ce qu'on appelle une figital. Et effectivement, ça prend du temps. La transition, elle prend du temps. Les effets visibles, on les voit déjà, mais on aura un centre-ville encore plus attractif. Et puis aussi notre postulat à Saint-Brieuc, c'est que on puisse évidemment miser sur le commerce. Le commerce est important, c'est essentiel, mais peut-être aussi plus de commerce alimentaire, commerce de bouche qui fonctionne plutôt bien. Et puis sur une expérience, venir dans le centre-ville de Saint-Brieuc, ça doit être une balade. Les gens n'ont pas peur de marcher quand la balade est belle. Et donc, notre postulat, c'est une expérience, c'est de l'animation. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose à faire à Saint-Brieuc. C'est la culture et c'est aussi le sport, puisque dimanche dernier, on a
mis dans la ville l'ensemble de nos associations sportives qui ont animé notre centre-ville. Et donc, ça doit être une mobilisation collective, pas que des commerçants, pas que des élus, mais de l'ensemble des briochines et des briochins qui peuvent venir animer le centre-ville s'ils le souhaitent. Voilà, de l'interaction finalement entre les diverses propositions sportives, culturelles. Alors justement, la culture, on en parle beaucoup. Saint-Brieuc était un peu une belle endormie, mais quand même un pôle culturel important. On pense au festival Art Rock par exemple, mais bien d'autres choses également. Là, on a l'impression d'un réveil de la culture à Saint-Brieuc. Il y a quelque chose qui a changé à ce niveau-là? Un réveil de la culture, je ne sais pas, mais en tout cas, une culture qui est préservée à Saint-Brieuc, parce que quand on voyait d'autres régions de France, je pense à la région Loire-Atlantique dirigée par Christelle Morancet du parti Horizon, qui a diminué 70% des crédits à la culture, presque 100 millions d'économies sur la culture, alors que quand même la région Pays de la Loire, on le sait tous, Jean-Marc Ayrault, la ville de Nantes, Royal de Luxe, une magnifique mobilisation culturelle sur la ville chef-lieu de cette région, et nous on croit toujours comme la culture comme mobilisatrice de lien social et surtout d'attractivité. Et donc c'est pour ça qu'on se bat pour maintenir notre scène nationale, qu'on se bat pour maintenir notre conservatoire, parce que ça doit permettre aussi l'apprentissage et l'émancipation, la culture, pour notre école des beaux-arts et pour l'ensemble de nos associations, de nos plus de 800 ou 1000 associations qui chaque jour font vivre le lien culturel. Et ça, c'est une vraie alerte qu'on a, nous les acteurs politiques, les élus, c'est de défendre bec et ongle notre modèle associatif breton, défendre les financements des associations, puisque les associations, c'est non seulement générateur d'attractivité, mais c'est générateur d'emplois, générateur de plus de 100 000 emplois en Bretagne. Et si on tape sur les associations, on tape trop, c'est normal de demander des efforts à tout le monde quand on en fait soi-même. Un effort collectif finalement. Mais il faut préserver notre modèle associatif, et ça sera sans doute un enjeu majeur des politiques publiques locales dans les années à venir. Avec aussi des rassemblements festifs. Alors on parlait tout à l'heure du festival Art Rock, mais il y a beaucoup d'animations en centre-ville. Et puis il y a aussi alors la marche des fiertés tous les ans à Saint-Brieuc, qui devient, j'allais presque dire, the place to be dans l'ouest de la France maintenant. Bah écoutez, ça me fait plaisir que vous dites ça, puisque c'est une de mes plus grandes fiertés justement de ce mandat, d'avoir pu réunir des associations pour justement à commencer à réfléchir justement à l'animation de ces thématiques LGBTQI+, et plus globalement d'égalité. Et pour la petite anecdote, c'est une coordinatrice du planning familial qui, en manifestation pour les retraites, vous voyez, on y revient toujours, m'indique l'année prochaine plutôt, on va faire la marche des fiertés. Et au début, je les ai accompagnés, j'ai été au commissariat avec eux, ça n'a pas toujours été simple non plus de faire comprendre l'esprit d'une marche des fiertés à Saint-Brieuc et en Côte-d'Armor, et très honnêtement justement avec les policiers pour la sécurité, parce que c'est quand même un enjeu aussi, on disait on aura 500 personnes, et au final à la première édition il y a eu entre 2500 et 3000 personnes, donc c'est vraiment un événement fédérateur, et aussi qui montre que bah voilà, n'importe quel jeune costarmoricain qui a d'autres personnes potentiellement comme lui, et ça vise notamment à rompre l'isolement des jeunes qui sont plus sensibles à un risque de suicide, à un risque de harcèlement aussi. Et donc c'est vraiment une grande fierté, c'est un événement qui marche bien, qui est festif, qui est populaire, qui rassemble des personnes concernées mais aussi des alliés. Et effectivement, ça traduit, vous parliez de transition, de réveil, ça traduit aussi notre modernité et le fait que Saint-Brieuc elle est bien connectée à l'ensemble des préoccupations qu'on retrouve partout en France et même dans le monde. Voilà, c'était intergénérationnel là pour le coup. Ah oui, clairement, et je parlais des combats effectivement intergénérationnels. Moi, j'oublie jamais toutes les personnes qui se sont battues avant nous pour faire reconnaître les droits des personnes LGBT. Je veux leur rendre hommage parce que souvent on pense aux jeunes effectivement qui peuvent être plus libérés, mais moi je pense à toutes celles et ceux qui ont vécu des périodes extrêmement sombres, des périodes dans les années 80 du sida, où les personnes homosexuelles étaient considérées comme des quasi-pestiférés. Et effectivement, il y a eu beaucoup de boulot avant d'arriver à l'organisation d'une marche des fiertés à Saint-Brieuc en 2021.
Avec le défi de la sécurité, vous le disiez, ça fait aussi partie des préoccupations des briochiens, des briochines. Saint-Brieuc a, comme toutes les villes de l'Ouest, ce problème avec les incivilités, parfois le trafic de stupéfiants. Là aussi, on a vu un changement d'orientation à Saint-Brieuc avec à un moment où on disait voilà, il faut essayer de faire beaucoup de prévention. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a un petit peu plus de répressif. Est-ce que c'était nécessaire ? Notre position, c'est le continuum prévention, sécurité, justice. Et la sécurité, c'est l'affaire de tout le monde. C'est ni de gauche ni de droite. C'est très transpartisan. D'ailleurs, on a vu l'opposition qui a salué les dernières dispositions prises par la municipalité. Tout à fait. Et c'est pas parce qu'on a pris des nouvelles dispositions, notamment sur la médiation de rue, sur la connexion de caméras de sécurité au réseau de vigilance de la ville et la promotion de trois nouvelles caméras mobiles là aux endroits les plus stratégiques. C'est pas pour ça qu'on va diminuer notre action dans les quartiers. C'est pas pour ça qu'on va pas continuer. C'est vrai que les politiques jeunesse sont peut-être celles qui ont le plus avancé, au moins budgétairement, sur ces 5 dernières années. Et c'est pas pour autant qu'on va arrêter la prévention. Et puis, il faut quand même remettre un peu l'hôtel de ville au milieu du village. Saint-Brieuc n'est pas plus concerné par des agressions de personnes, enfin de violences faites aux personnes, ni de violences faites aux biens que d'autres villes de la même strate. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été rappelé par le directeur départemental de la sécurité publique la semaine dernière lors des assises de la sécurité. C'est vraiment un sujet qu'on prend de manière globale et pas simplement par un bout de la lorgnette en commentant des posts Facebook en disant qu'il faut une caméra derrière chaque briochin. C'est un sujet vraiment global, une trame de fond, et depuis 5 ans, on a mis tous les acteurs autour de la table, que ce soit les établissements scolaires, les associations, évidemment les forces de l'ordre, la justice, et ça c'est aussi une des grandes avancées du mandat, une des grandes avancées du maire, puisque c'est le maire qui gère quasiment en direct ces questions de sécurité. Alors il nous reste 3 petites minutes, un petit peu plus de 3 petites minutes. On va parler un peu de politique. Alors vous me direz, on a parlé que de politique, mais on a des échéances qui vont arriver en 2026, ça va aller très vite. La campagne a déjà peu ou prou commencé à prendre ses marques. Il y a encore beaucoup de projets à porter à Saint-Brieuc. On parle aussi d'alternance à Saint-Brieuc. Est-ce que demain on pourrait changer de majorité? Il y a toutes ces questions-là. Mais il y a encore des projets à porter. Ce serait, selon vous, un coup d'arrêt à ces projets-là s'il y avait justement cette alternance? Vous savez, notre maire parle beaucoup de continuité républicaine. Donc je n'ose pas croire que même si on est battu, mais je ne pense pas qu'on sera battu, mais si il y a l'alternance, c'est la démocratie. Hein. L'alternance, c'est aussi ça. La démocratie, c'est des gens qui viennent voter pour exprimer un point de vue. Moi, je pense que tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, et les projets qu'on a continué d'envie de porter, des projets extrêmement importants de rénovation urbaine dans le quartier de Balzac, le projet de la friche du Géant, au village, dans le centre-ville. Qui a fait beaucoup de débats, mais qui commence à trouver quelques pistes. Et l'îlot de la gare, l'ensemble de la rénovation du centre-ville, je n'ose imaginer que ça ne fait pas consensus de la part de nos adversaires à droite. Alors, justement, on parlait de l'îlot de la gare. On a un îlot qui a complètement changé une métamorphose ces dernières années, avec le renforcement aussi des liaisons TGV. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de cet îlot de la gare, avec aussi un pôle économique. Alors, on va penser au totem. Je vais devancer tout de suite je vois votre sourire. Bretagne 5 va rejoindre le totem. Voilà, donc, alors, je sais pas si on peut parler de pépinière ou de lieux pour les entreprises dans la technologie, dans le développement. On parle aussi d'IA. Donc Saint-Brieuc passe aussi à une autre façon d'appréhender l'économie aujourd'hui. Effectivement, déjà c'est de l'économie en centre-ville, à une époque où on a mis toutes les activités tertiaires en dehors de la ville, alors qu'il n'y a pas besoin. Moi je travaille dans une pépinière dans la zone des Châtelets. Il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin d'atelier pour mon travail, voilà, de travail associatif ou quoi que ce soit.
Il faut garder ces pépinières des activités artisanales en périphérie et ramener les activités tertiaires en centre-ville. Et effectivement, le Totem, c'est un lieu hybride dans lequel on met de l'économie, mais on met aussi de l'associatif, et on sera très ravis de vous accueillir à Saint-Brieuc à la rentrée prochaine. Voilà, on va devoir s'arrêter là sur cette très belle note. Voilà, je vous en remercie parce qu'il est déjà 8h46. Merci infiniment Thibault Lehingrat d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes deuxième adjoint au maire de Saint-Brieuc en charge de la jeunesse, des personnes âgées, de l'éducation populaire et de la vie étudiante. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite une très belle journée. Merci, bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.